Bienvenue à vous, Charlélie Couture. Je suis ravie de passer l'heure avec vous, l'heure qui vient en votre compagnie. Alors cette masterclass, vous allez nous raconter et nous expliquer comment vous construisez votre œuvre, c'est-à-dire comment vous la fabriquez de l'idée jusqu'à sa réception critique et publique, en passant par votre méthode de travail. Et nous n'aurons pas trop d'une heure, puisque vous vous définissez comme un artiste multiste. On pourra revenir sur ce terme. Vous êtes à la fois poète, peintre, sculpteur, chanteur et photographe. Et l'on vous doit, je donne quelques chiffres, vous pouvez me corriger si peut-être j'en ai oublié, 25 albums, 1500 concerts donnés à travers le monde, une vingtaine de bandes originales de films, plus d'une quarantaine d'expositions de Paris à New York, dont une rétrospective en 2014 à Nancy, où vous êtes né. Ah non, c'est beaucoup plus que ça. Il y en avait déjà une centaine avant que je parte à New York, et une quarantaine depuis New York. Donc là, on arrive à 200 à peu près. Oui, enfin. 150, 200. Alors j'ai compté 18 livres. On va pas chipoter, quoi. J'ai compté 18 livres, à peu près, une vingtaine de livres. Oui, peut-être. Oui. Dessins, poésie, voyages, sans parler de multiples textes que vous publiez sur votre site. Alors on y trouve des poèmes, un journal, des confessions. Une des premières questions que l'on peut être amené à poser dans ce genre de masterclass, c'est pourquoi avez-vous choisi une forme d'art plutôt qu'une autre ? J'ai plutôt envie de vous demander, Charlélie Couture, pourquoi n'avez-vous pas choisi une forme d'art plutôt qu'une autre ? Ah, ben ça, c'est... La question, elle m'a été posée dès les Beaux-Arts. Un de mes professeurs qui s'appelait Gérard Thon, qui avait été prix de Rome, un jour était venu me voir sur scène et il me dit, le lendemain, quand je le retrouve, il m'a dit donc c'est déjà vachement abouti ce que tu fais en tant que chanteur. Un jour, il va peut-être falloir que tu choisisses. Et je lui dis, écoute, peut-être qu'un jour il faudra que je choisisse. Est-ce que tu crois que si aujourd'hui je ne faisais que ça, mon travail de peintre, il gagnerait? Eh bien, c'est difficile de te dire ça, parce que tu en fais déjà plus que tout le monde. Rien que dans le domaine de la peinture, on a du mal à imaginer que tu puisses faire ça en plus. Alors j'ai dit, peut-être qu'un jour je devrais choisir, mais tant que l'un stimule l'autre et réciproquement, je vois pas pourquoi je me couperais un bras, quoi, sous prétexte qu'il n'y en a qu'un seul qui travaille. Donc... en fait, c'est comme ça qu'est venue l'idée à préciser l'idée du multisme et de la pluridisciplinarité. On est dans un monde qui croit que l'efficacité, c'est dans la réduction. Moi, je crois qu'il y a une interaction entre les différentes parties du cerveau. Et je me suis rendu compte plusieurs fois que quand dans une même journée, je passe d'une activité à une autre, même si j'ai passé du temps à écrire pendant, par exemple, 4 heures dans l'après-midi, je peux aller peindre et je suis tout frais comme un gardon pour aller peindre, et ainsi de suite. Et je peux faire des choses sans pour autant l'une nuise à l'autre. Alors, je sais que pour les gens, ça paraît plus simple et qu'on ne fasse qu'une seule chose. Et il y a des gens qui disent bon à tout, propre à rien. Et le fait d'avoir des activités éclatées a quelque chose d'inquiétant, en fait, parce que on pense en théorie que si on ne fait qu'une chose, on la fera converger vers son point culminum, comme quand on cerne le faisceau d'une lumière pour en faire un laser. Ouais, mais on peut aussi dire que quand le faisceau de lumière il arrive dans le prisme d'un cristal, il redevient un arc-en-ciel qu'on ne verrait pas sinon. Et moi, je suis un peu dans cette idée-là. Et c'est la définition du multisme. Le multisme, en fait, c'est le fait d'essayer d'évoquer l'idée qu'il y a une différence d'abord entre le fond et la forme, entre le comment et le pourquoi. On associe souvent l'art à une manière, alors que moi, je crois que l'art dépend beaucoup de l'intention qu'on a mise.
Et quand on a une intention, on trouve la manière qui va... Il y a des gens qui sont des purs autodidactes qui ont fait des œuvres importantes parce qu'ils ont trouvé la manière qui leur était propre pour exprimer ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Alors que vous, si je comprends bien, Charles-Élie Couture, vous avez d'abord une intention, une idée, et après un médium qui s'impose pour exprimer cette idée. C'est exactement ça. Ça part toujours du frémissement d'une feuille, de presque rien. L'inspiration, c'est pas un coup de poing dans la gueule divin. Hein. C'est à peine un frôlement sur l'épaule. Je vous ai demandé pourquoi vous n'avez pas choisi une forme d'art plutôt qu'une autre. On pourrait aussi vous poser la question, qu'est-ce qui ne vous inspire pas? Parce que dans vos chansons, dans vos textes, dans vos poèmes, vous pouvez tout autant aborder une nuit d'amour, vous adresser à votre fille, parler de climat, faire un billet politique, parler de Pâques, par exemple, parler de Carlos Ghosn. J'ai lu ça il y a peu sur votre site. Qu'est-ce qui ne vous inspire pas? C'est surtout que l'inspiration, c'est encore une fois, c'est un état d'alerte. Il faut vraiment être disponible pour entendre ce petit frémissement qui est là. C'est Peter Handke qui disait que l'inspiration naît de la rencontre entre la sphère privée et la sphère publique. Donc, quand on est dans son univers, puis tout d'un coup, on est confronté à d'autres choses. Donc, il se peut que dans la rencontre de l'un avec l'autre, naisse quelque chose. Mais cette chose qui va naître, c'est encore une fois à peine visible. Et si on n'est pas disponible pour le capter à ce moment-là, c'est pour ça que j'en colle plein des carnets, j'en ai plein mon ordinateur, des idées, des chansons commencées qui n'aboutissent pas, des bouquins, je pense que j'en ai à peu près une vingtaine de commencés et qui parce que soit il m'a manqué le temps, soit parce que j'étais interrompu, soit parce que je suis parti sur autre chose. Encore une fois, il faut qu'on ait à l'intérieur de soi cette espèce de quasi nécessité de finir quelque chose qui pourtant ne semble pas si évident que ça. Je veux dire que si c'est évident, c'est de la communication. On va faire quelque chose qu'on doit faire. C'est un acte obligé. Mais l'acte artistique, il naît vraiment du goût de faire apparaître l'invisible. C'est vraiment ça la définition que je donne de la création, c'est le fait de transformer l'invisible en visible. Et pourquoi tel médium s'impose plus qu'un autre à un certain moment? Par exemple, pourquoi certains textes deviennent des chansons, d'autres restent en fait des poèmes? Un livre vient de paraître en janvier, s'appelle La mécanique du ciel, 50 poèmes inchantables. Oui. Au départ, il devait peut-être être chanté et vous vous êtes dit non, pas du tout. Non, en fait, c'est impossible, ça ne se prête pas à la voix, ça ne prête pas à la musique. Ils n'ont pas été écrits dans ce but-là. Quand j'écris le texte d'une chanson, je peux revenir dessus, au bas mot, 15 à 20 fois à réécrire le texte, le refondre, le casser, choisir peut-être que je ferai une exposition de textes que j'avais composé, de chansons que j'avais écrites avant l'ordinateur. Et à cette époque-là, je faisais du vrai, textuellement, du coupé-collé, quoi. C'est-à-dire, quand j'avais pas envie de tout retaper, et du coup, les chansons sont des palimpsestes, voilà, des collages. Ça, absolument, voilà. Et avec le temps, les scotch se sont usés, et du coup, les paroles disparaissent, c'est presque charmant en tant que tel. Mais ce que je veux dire, c'est que le texte d'un poème, lui, n'a pas pour fin d'être remodelé de la même manière. Je vais l'écrire en une fois, 2 fois, allez, 3 fois quand je veux vraiment corriger les fautes d'orthographe. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Alors que par contre, une chanson, chaque mot, chaque rime, je m'efforce de faire qu'elle rebondisse sur une autre. Je pars du principe qu'une chanson, elle va être
elle va être entendue avec une certaine chronologie. Donc, si je mets un mot fort, il faut qu'après, je laisse 2-3 vers pour que ça se calme, de façon à ce que... sinon, on en a plein la tête et au bout de... Les gens, on parle souvent de l'avion sans aile, les 3 quarts du temps, et 90% des gens, ils ne savent pas de quoi ça parle. C'est une chanson sur l'enthousiasme qui, même si tu as les ailes coupées, même si elle n'écoute pas, même si le tonnerre gronde, mais il n'y a pas d'éclair, continue de faire ce que tu as à faire si tu as le feu à l'intérieur de toi. Ce qui caractérise parfaitement votre rapport à l'art. Oui, c'est pour ça que j'ai aucun problème à continuer à chanter cette chanson-là, parce que j'y ai trouvé beaucoup de choses me concernant. Mais les gens, eux, ils s'arrêtent au premier vers, et quand il y a une grève d'Air France, tu vois. Oui, mais finalement, on peut avoir plusieurs niveaux de lecture d'une chanson. Tout à fait. Mais moi, celle que j'induis, si tu veux, encore une fois, si je passe ces 15 écritures ou réécritures, c'est pas pour perdre du temps inutilement, c'est parce que je me dis, tant qu'à faire, puis si la chanson vient à être rechantée, il faut que j'y trouve quelque chose de métaphysique ou philosophique. Donc, c'est plus des métaphores que des trucs écrits en coin de table. C'est vrai que souvent, quand les gens parlent d'auteurs de chansons, ils gardent dans l'idée que La danse des canards a été écrit par un chauffeur de taxi qui a fait ça au bistrot avec ses copains. Bon, peut-être, mais moi, c'est pas cette approche-là de la chanson que je peux avoir. Par contre, c'est vrai qu'en littérature, je vais m'autoriser à peindre avec des mots, quoi, si tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire, peindre avec des mots ? Utiliser les mots, pas forcément dans leur utilité, mais dans ce qu'ils représentent, dans la couleur qu'ils peuvent avoir, qui peut être des jeux de sons ou ce qu'ils évoquent. Et du coup, plus je suis indocile, si je puis dire, avec la mécanique du langage, plus j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se produire. Une disharmonie qui va pouvoir se produire. On est dans une société pragmatique, matérialiste, extrêmement efficace, et qui tend à faire que tout serve. Ouais, c'est vrai pour une partie du cerveau, mais l'autre partie du cerveau, elle est dans l'indéfini et dans l'émotivité. Et donc, on va avoir des boulots très, très carrés, et puis un beau jour, on est licencié, on est face à soi-même, et là, on se retrouve à devoir se poser des questions existentielles pour lesquelles on n'a aucune réponse toute faite. Donc là, à ce moment-là, peut-être bien content de rencontrer des artistes ou des gens qui, justement, t'ont parlé de rencontrer une chanson, un texte. Voilà, un film, un texte, une chanson, une musique qui va tout d'un coup te transmettre ou te dire des choses entre guillemets, indéfinissable. Quel artiste a joué ce rôle pour vous, Charles-Élie Couture ? Mais il y en a eu beaucoup. Ça a commencé certainement par Jean Cocteau, par exemple. Le fait de voir un artiste qui avait un tel... Je dois dire, sa poésie m'emmerdait un peu, mais ses films, je trouvais absolument prodigieux. Et un inventeur pour le cinéma du niveau de Méliès, quoi. Et pourquoi ? Parce que justement, il y avait un décalage par rapport à la méthode, entre guillemets. Il y a eu lui, mais Picasso à sa manière, dans le fait de ne jamais se satisfaire d'un état d'être. Andy Warhol, dans le fait de considérer que la Factory, ce qu'il avait monté autour de lui à New York, dont il était l'axe, mais pas l'acteur principal, mais qui avait regroupé autour de cette dynamique de l'inachevé des années, fin des années 60, début des années 70 à New York, une énergie qui était folle et qui était très intéressante, dans lequel justement il n'y avait pas de limite. Le cinéma rencontrait la photographie, qui rencontrait la dramaturgie, qui rencontrait la peinture, qui rencontrait, etc. Il n'y avait pas le côté
une seule poignée à la valise, quoi, tu vois. Comment ça a commencé pour vous, la découverte de l'art? Alors peut-être par certaines figures comme Cocteau, mais quel a été votre premier rapport concret à l'art? Alors j'ai entendu dire que, vous allez peut-être m'arrêter, que vous aviez rencontré la peinture quand vos parents vous avaient offert des pinceaux en poil de martre. Ah oui, ça j'étais à l'école maternelle, hein. Ça, c'est votre premier rapport concret à l'art, de la peinture? Non, il commence avant. Quand j'admire mon père qui, les dimanches, dessine des aquarelles. Mon père a fait des études d'architecture, interrompues par la Gestapo, torturé, envoyé en camp de concentration. Quand il est revenu, il a eu la chance de revenir 9 mois plus tard, parce qu'il était dans le dernier train. Il pesait 44 kilos pour 1,84 m. C'était donc un squelette vivant. Et il est revenu se refaire une santé chez ma grand-mère, et qui habitait dans l'Est, donc chez sa mère. Et là, il est devenu professeur d'histoire de l'art et ensuite antiquaire décorateur. Et donc, toute ma jeunesse, j'ai été accompagné par lui dans les musées, qui me donnaient l'histoire de l'art au fur et à mesure qu'il s'agisse des lances dans la bataille d'Uccello, qu'il s'agisse du rapport des couleurs chaud-froid dans les tableaux de Ingres, qu'il s'agisse du triangle d'or, etc., etc., enfin, du nombre d'or, pardon, dans la composition classique. Tout ça, je le voyais tout de suite en un clin d'œil, même à 8-9 ans, quoi. C'est juste parce qu'on m'avait montré, quoi. Et donc, le rapport avec le fait que les choses ont un sens, ça m'est venu de ça. Et comment ça a commencé, ben, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que en même temps que je faisais des dessins, d'abord, quand je dessinais ou quand je faisais ces choses-là, on me disait c'est bien, vas-y, continue. On ne disait pas faire autre chose. On vous encourageait? Oui, j'étais encouragé du moment que j'y allais à fond. Et donc, voyant que j'y prenais du plaisir, effectivement, un jour, mon père m'a offert des pinceaux en poil de martre. Et alors là, du coup, moi, je pouvais faire des traits qui barbaient pas. J'avais en plus un gros tube de gouache blanche, alors que les autres, ils avaient qu'un petit tube de merde. Et eux, ils n'arrivaient pas à faire du blanc, alors que moi, j'arrivais avec mon... Donc, c'est bête, mais après, j'étais très fier de sortir mes poils de martre, si je puis dire. Et donc, tout ça, ça a fait que je me sentais bien. Quand il fallait faire un dessin, j'en faisais 5. Et alors, bien sûr, il y avait des gens qui me disaient, mais fais-en moins, il vaut mieux en faire un seul bien que 5 pas bien. Ben non, moi je pense qu'il valait mieux en faire 5 pas bien qu'un léché et puis sur lequel on avait pleuré tellement on s'y était ennuyé. Moi, je m'amusais et j'ai toujours essayé de considérer mon activité comme à la fois quelque chose de sérieuse, parce que c'est nous, dans ma famille, la culture, c'est quelque chose de sérieux. C'est-à-dire, c'était pas une distraction, c'était quelque chose qu'on peut faire ce qu'on veut, du moment qu'on le fait à fond. Donc voilà, mais commence et puis tu prendras ton plaisir au fur et à mesure, pas forcément dans les premiers instants. Donc j'ai été élevé dans cette culture-là, donc à devoir finir mon assiette et à finir un dessin que j'avais commencé. Avec le même appétit. Avec la même joie. C'est vraiment important de parler de joie. Parce que quand les gens parlent de leur travail, ils le font toujours comme une peine. Et ils insistent sur le fait que le mot travail vient de torture, enfin bon, etc. Moi, l'idée, c'était tu peux faire ce que tu veux, du moment que tu travailles autant qu'un ouvrier, du moment que tu t'y donnes autant, du moment que, etc. Va au bout de ton histoire. Donc, et en fait, comme j'avais commencé à faire des choses dans le domaine de la musique, dans le domaine des arts visuels et de l'écriture, ben, j'ai simplement continué. Et c'était, comme je le disais tout à l'heure,
C'était comme m'arracher un œil de me demander de choisir. Encore aujourd'hui, quoi. Depuis quelque temps, j'ai trouvé l'image du triathlète qui permet de mieux comprendre en fait comment je fonctionne, à savoir qu'il y a pas de c'est pas les mêmes muscles qui travaillent selon qu'on est dans l'eau sur sa bicyclette ou quand on court, mais pour aller au bout d'un triathlon, il faut se donner à fond. Eh ben, c'est un peu pareil avec ma vie. Quand je suis sur scène, quand j'écris ou quand je suis dans mon atelier, je vous jure bien que je ne demande pas à l'autre d'intervenir dans cette activité précise que je suis en train de faire à ce moment-là. Vous dites aller à fond, aller jusqu'au bout, mais à quel moment savez-vous que ça y est, vous êtes allé jusqu'au bout, on peut passer à autre chose, cette œuvre-là est achevée, cette chanson est finie, cet album est clos, la tournée se finit et je ne vais pas rajouter de date en plus, ou ce poème, et je mets un point final à ce poème? Alors, c'est effectivement une question qui est vachement intime, très personnelle. Parce que les uns vont considérer que c'est fini à ce moment-là, les autres vont considérer que c'est fini à ce moment-là. C'est un choix personnel. J'avais un de mes profs aux Beaux-Arts qui disait, et le prof de gravure qui s'appelait Jacques Alès, qui disait une œuvre d'art est finie depuis le premier trait. C'est-à-dire, à tout moment, tu peux considérer que tu as fini ce que tu avais à faire, puisque tu es le seul à décider du terme. Mais je raconte ce que, pour moi, entre le lièvre de Dürer qui est dessiné poil par poil, accroché à une porte, et la colombe de Picasso. Picasso, il a considéré que c'était fini au bout de 30 secondes à peu près, le temps qu'il a fallu pour qu'il dessine ça. Dürer, je pense que c'est un coup de 3 semaines. Et vous, c'est combien? Ben, il y a des tableaux sur lesquels je suis revenu pendant plusieurs années et qui ont évolué, que j'ai cru avoir fini, puis je les ai repris, puis je suis revenu dessus, puis je les ai repris. Il y a des tableaux sur lesquels j'ai... C'est pas forcément les meilleurs d'ailleurs, hein, mais à chaque fois je me dis... Et puis... Et vous arrivez à définir justement d'où vient ce... oui, d'où ça vient, le fait, qu'est-ce qui fait que c'est pas fluide, qu'il y a quelque chose qui manque, et est-ce que vous arrivez à dire d'où vous avez cette intuition-là? Ben, oui, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus codifié que ça n'y paraît. Particulièrement la peinture, c'est un métier de cuisinier. C'est-à-dire, on choisit ses outils, on choisit ses ingrédients, et puis après, on va essayer de faire un plat. Et en fonction des voyages qu'on a fait, on va mettre tel type d'épices ou tel type de choisir telle ou telle matière première. Mais ce sur quoi on ne peut jamais intervenir, c'est l'appétit des convives. Donc, ce sur quoi je peux travailler, entre guillemets, c'est ce que je vais proposer aux gens, ma recette, entre guillemets. C'est pour ça que souvent je travaille par série. Je fais et je me dis si ça marche sur un, ça doit marcher sur deux. Si ça marche sur deux, ça doit marcher sur... Et puis en général, une série, ça peut faire 10, 12, 15 tableaux traités sur la même base, avec les mêmes ingrédients, avec la même thématique et dans la même hystérie, entre guillemets. Sachant que j'espère toujours me faire dépasser par mon travail. De quelle manière? Par exemple, être dépassé parce que... Parce que je travaille vite et que tout d'un coup, je perds pied par rapport au tableau. Parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a le conscient et l'inconscient. On est, encore une fois, dans une société du conscient. Alors, mon père, comme j'en parlais tout à l'heure, avait fait des études d'architecture. Lui, il fallait que ça tienne debout, quoi. Et là, on sait si ça marche ou pas. Et il avait un profond respect admiratif pour tout ce qui était artisan et artisanat. Et moi, je défendais le point de vue de l'artiste. Et on a eu une discussion qui a duré plusieurs années sur le thème de l'un ou de l'autre pour qu'on finalement arrive à une définition qui était satisfaisante pour les deux parties, si je puis dire, qui était que l'artisan est
un archer qui a une vision préconçue de ce qu'il va faire. Et il va donc mettre tout son talent, parce qu'il en faut aussi bien sûr, pour atteindre le cœur de la cible. Il va choisir son arc, il va choisir ses flèches, il va choisir de le faire en clignant l'œil droit ou l'œil gauche, uniquement les vendredis soirs ou les jours de pleine lune. Ça, c'est ce qu'on appelle le style. Mais dans tous les cas, qu'il soit proche ou loin de la cible, il doit atteindre le cœur de la cible dont il a une vision préconçue avant de commencer son geste. Ça, c'est pour les artisans. Et les artistes, eux, sont les gens de l'inconscient, c'est-à-dire qui seraient plutôt comparables à des éclaireurs qui partent mus par une intention, mus par une certaine sensation du voyage qu'ils vont faire, mais sans en avoir l'histoire avant que ça ne commence. Dans l'art, il y a la même chose que dans le jeu, c'est-à-dire tu as des règles, mais tu ne connais pas l'issue, normalement, à moins que tu sois un tricheur, tu ne connais pas l'issue de la partie avant de commencer. Et c'est ça que tu acceptes comme principe dans le jeu. Pour ça, quand on dit jouer de la musique, c'est presque jouer à la musique, en espérant que la musique te sublime. Et qu'elle rencontre un public, voilà, une personne chez elle ou dans le public un soir sur scène qui soit bouleversée. C'est ça, et on le sait, on peut, si effectivement plusieurs personnes s'y rencontrent, ben peut-être tu vas pouvoir en faire ta profession, mais même si c'est que peu de personnes, tu peux y trouver une vraie gratification. Quand mes filles étaient petites, il y avait un piano dans leur chambre, et plutôt que leur raconter des histoires, je leur ai raconté des histoires, mais ça m'arrivait assez souvent de les endormir en leur racontant des histoires au piano, dans le noir. La lumière était éteinte et mes doigts jouaient des histoires, racontaient des histoires, et elles s'endormaient dans les musiques. Et d'un soir sur l'autre, quand je posais mes doigts sur le truc, je ne voyais pas ce que je faisais. Et là, j'étais bien content d'avoir suffisamment de technique pour pouvoir alterner et faire tantôt quelque chose de grave, quelque chose de rigolo, etc., ou ci ou ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, moi-même, je me racontais des histoires et je laissais mes doigts parler à ma place. Et c'est toujours ce que je fais quand j'écoute un scénario, par exemple, qu'on me donne. Vous avez parlé j'ai fait 22 ou 23 musiques de film. J'ai dit une vingtaine, oui, pour pas me tromper. Oui, c'est ça, c'est dans ces eaux-là. Et ben, il suffit que je lise les paroles, et puis je vais commencer à entendre de la musique. Puis après, cette musique que j'entends, que je crois entendre, je vais essayer de la retrouver, de la chercher, lui donner une forme. C'est comme ça que ça marche. Et ce qui est intéressant avec les films, par exemple, avec la musique de film, vous avez composé celle de Chao Pantin. Ouais. On a aussi retenu, peut-être pour certains auditeurs plus jeunes, celle de Toy Story. Que vous avez interprété, enfin vous avez interprété la chanson. J'ai réécrit les chansons la version de Randy française. Ouais, c'est ça. C'est que là, vous ne travaillez pas seul de votre côté. Ça n'est pas le frémissement, d'une feuille, pour reprendre votre expression, qui vous inspire. Ce sont des commandes. Vous travaillez pour d'autres que vous. Je peux te raconter une anecdote. Je travaillais avec John Lvoff sur un film qui s'appelait La salle de bain. Et c'était un film en noir et blanc. Et j'avais donc commencé à enregistrer la musique. Un soir, je vois John, je lui fais entendre, j'étais très content de lui faire entendre ce que j'avais fait. Et je sens qu'il y avait quelque chose qui l'embarrassait. Et dans le courant de la discussion, je n'avais pas vu les images. J'avais composé sur le scénario, en me faisant les images en noir et blanc. Et dans la discussion, à un moment, il me dit « Mais attends, c'est pas un film en noir et blanc, c'est un film en blanc et noir. » Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'était pas un film de nuit dans lequel il y avait des brillances qui apparaissaient de
de lumière ou de reflets, etc. C'était un film de jour dans lequel les ombres étaient dessinées avec une lumière blanche. Donc j'ai dit, ah d'accord, ok, donc il faut que je change les instruments, c'est-à-dire au lieu de le faire jouer par des cuivres et des instruments brillants, il fallait le faire plutôt avec des instruments secs, c'est-à-dire des hautbois, des clarinettes, le même thème joué avec des instruments chauds plutôt que des instruments brillants, ça changerait tout à fait la perception. Tu vois, vous vous adaptez donc. Ça, c'est un exemple de vous vous adaptez à ce que vous dit la personne qui. C'est ça, de m'amuser avec le desiderata le cinéma, ça permet de travailler sur des séquences plus différentes déjà en termes de timing de ce que c'est qu'une chanson. Une chanson, en général, ça fait 2,48 à 4,20, 4,10, 4,20. On peut faire plus et on peut faire moins. Mais en général, une chanson, ça tourne autour de 3, 3,10 en moyenne, on va dire 3,30 pour certaines. Mais alors que dans les cinglettes de cinéma, une virgule, ça peut faire 20 secondes, et il y a des tas de choses à trouver sur 20 secondes, ou au contraire, faire un lit. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une musique de film, c'est comme la surface au sol. C'est-à-dire, on marche dessus, et puis ça induit le confort, si c'est de la moquette ou du gravier ou des planches ou des dalles ou de la tomette, on ne va pas forcément se comporter de la même manière. Ben, la musique de film, c'est un petit peu pareil. Selon que les personnages vont dire leur texte sur une musique moelleuse ou au contraire une musique humide ou sèche, eh ben, le propos va être très différent. Dans La Petite Amie d'Antonio, par exemple, le film s'était fait beaucoup sur la musique. C'est-à-dire que le film a évolué aussi en fonction de la musique que vous aviez proposée ? Je crois, oui. C'est vrai. Mais encore une fois, ça c'est un travail très particulier. J'en fais pas beaucoup. Je me suis régalé il y a 2-3 ans en faisant les musiques de films de Vincent Munier, et qui étaient des documentaires animaliers absolument passionnants, parce que là justement, j'avais des mais alors là, vous avez fait comment? On vous dit documentaire animalier, vous pensez à quoi en termes de composition? Faire bouger une marmotte, c'est rigolo, non? Et alors, vous pensez à quoi comme musique quand on vous parle de faire bouger une marmotte? Ça vous évoque quoi tout de suite? Qu'est-ce que je te dise? Si bémol, do, fa, si bémol, do, fa. Non, c'est pas comme ça. C'est question de timbre. Quand le film était tourné dans les hauts plateaux c'était d'Abyssinie, je crois. J'avais composé des blues qui étaient comme il y avait ils se déplaçaient dans des endroits arides, une espèce de blues malien un peu sec comme ça, et à jouer sur des résonances, rejouer. Enfin, il y a plein de trucs. Tous les coups sont permis. Vous avez parlé des Beaux-Arts, c'était dans les années 70, milieu des années 70 ? Fin des années 70, oui. Puisque j'ai dû sortir en 79, 80, un truc comme ça, 79 je crois. Après, c'est au début des années 80 qu'est sorti votre grand tube Comme un avion sans aile dans l'album Poème Rock. 2 ans de gloire, ouais. Et puis après, vous avez continué à faire de la musique tout le temps, mais il y a eu aussi beaucoup plus de place accordée à la peinture, il me semble, beaucoup plus d'expositions à partir de la fin des années 80, dans les années 90. Dans les années 2000, vous avez déménagé à New York. Absolument, oui, dont je viens de revenir en fait. Est-ce que vous arrivez à tracer à travers toutes les collaborations dont vous avez parlé, toute cette absence de frontières entre les arts, un fil directeur à travers toutes ces grandes étapes de votre parcours ? Ah mais bien sûr, oui. Moi, je travaille avec depuis 1 an et demi avec un biographe qui s'appelle, je vous le donne en mille, David Desvérités. Donc ce qui est formidable, en qui je peux avoir pleinement confiance. Comme une sorte de psychanalyste un peu il m'oblige à revisiter des séquences qui étaient un peu enfouies dans ma mémoire par le fait, quoi.
J'avoue que je suis souvent un peu comme le marcheur qui est au bord d'une dune et qui a le sentiment que ça s'effondre derrière lui et qui ne peut pas, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc je ne fais pas partie des nostalgiques qui ont les yeux dans le rétroviseur parce que pour avoir fait de la moto assez, je sais que dès qu'on regarde là, on risque de se manger le truc qui arrive devant. Donc si on veut continuer à avancer, faut rester en projection. Mais en même temps, j'assume ce que j'ai fait et mes histoires et le travail que je fais avec David m'oblige à me replonger dans ce que j'ai été et donc dans ces périodes et à des découvrir années une sorte 80. de fil conducteur alors à travers plusieurs étapes Alors, très différentes. c'était il est retombé sur des textes que j'ai écrits dans les années, justement en 81 à peu près, qui était une réponse à Claude Fléouter, qui avait fait un papier dans Le Monde qui évoquait mon apparition, si je puis dire. Et en fait, ce texte que j'avais écrit sur les raisons qui poussent à écrire, sur ce que c'est que le rock, à quelques virgules près, je dirais la même chose aujourd'hui. Je suis beaucoup plus cohérent qu'il y paraît. Et le fait d'avoir une activité sur 3 fils à ma tresse m'empêche pas d'avoir une vie solide. Hein. Est-ce que vous faites référence, Charles-Élie Couture, au manifeste de l'art rock ? Ah, il y a eu ça aussi, oui. Alors, le manifeste de l'art rock, il y a une phrase que vous avez mis en exergue sur votre site qui est « L'art doit faire la jonction entre le fonctionnalisme de la société industrielle et les aspirations de la culture pop ». Oui. Vous pourriez toujours le dire maintenant. À peu près, oui, parce que en fait, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans le fait du conscient et de l'inconscient de la société industrielle. C'est l'effroyable pragmatisme d'une société qui a donné comme illusion que la finalité, c'était d'être riche. Donc on voit où ça nous mène aujourd'hui, c'est-à-dire à des échéances extrêmement courtes et d'oublier qu'il faut écouter le vent siffler et regarder passer les nuages, c'est terrible. Hein. Et on voit où ça nous mène, burn-out sur burn-out, c'est pas enviable. Hein. Donc, d'un côté, il y a cette société-là qui a voulu servir d'exemple, et puis de l'autre, il y a la culture populaire, disons la culture de groupe, qui se réjouit de partager ensemble un même repas. Pourquoi les gens aiment aller au concert ? Parce qu'il y a une complicité qui s'établit les uns avec les autres. Et qui n'est pas forcément lié à la notion exclusivement de profit et de domination de l'un par l'autre. Donc oui, l'art essaye de faire la jonction entre ces deux choses-là. Moi, je crois en un Dieu seul et unique, l'art. Si Dieu s'est fait homme dans le sens large du terme, homme au pluriel avec un S, et le lien qu'il y a entre la prière qui est la nôtre et qui nous relie, c'est celle de l'art et de la beauté dans le sens large du terme. Hein. Les gens qui viennent visiter des œuvres, enfin toute forme d'exposition, ne sont pas limités simplement à un périmètre géographique. Est-ce que vous diriez, Charles-Élie Couture, qu'il y a eu des tournants dans votre parcours, des moments où vous êtes, des moments de rupture, des moments de questionnement, où vous avez dit ça, je ne veux plus le faire comme ça ? Ah oui, oui, clairement. Heureusement d'ailleurs. Par exemple ? D'abord, pendant longtemps, j'ai essayé de faire quelque chose que je ne faisais pas la fois d'avant. C'est-à-dire, chaque fois que j'avais fait quelque chose, j'essayais de faire l'inverse le lendemain. Enfin, donc, une œuvre se crée en réaction à la précédente. Oui, presque. Et à l'instant où quelque chose était fini, je dis, attendez, tu vas voir, le prochain, ça va être encore autre chose.
Sauf que c'est comme ça que je me suis tiré des balles dans le pied, parce que à un moment donné, les gens étaient perdus, hein, sans savoir. Mais parce qu'à ce moment-là, je plantais les poteaux de mon périmètre. Une fois que j'ai eu fini de planter tous les poteaux, ben, j'ai commencé à refaire le tour et en précisant les choses. Et j'ai l'impression que les disques, par exemple, dans le domaine de la musique que je fais depuis que je suis à New York, me ressemblent encore plus que ceux que je faisais quand j'essayais des choses en disant est-ce que ce serait pas un peu ça, est-ce que ce serait pas un peu ça. Je me rappelle d'un disque, du premier disque d'ailleurs que j'ai fait à New York, qui s'appelait New Yorker et qui était encore dans cette idée de programme, c'est-à-dire que je concevais les disques en disant il faut qu'il y ait, s'il y a une chanson douce, il faut qu'il y ait un rock méchant derrière, il faut qu'il y ait un rap derrière, il faut qu'il y ait ceci. Toujours dans la contradiction. Voilà, pour me remettre en cause et jamais m'endormir. Et puis à un moment donné, les gens écoutaient, et je me rappelle une anecdote entre nous, où je faisais une émission à France Inter, et arrive le groupe Justice, qui était en naissant à ce moment-là, et eux me connaissaient pas. Ils me disent qu'est-ce que tu fais. Je dis il y a un retour au rock, effectivement, parce qu'il y avait des chansons rock, une chanson par exemple, même à Spielberg on a dit non, qui était vraiment rentre dedans et tout. Non, je retourne au rock à quelque chose bon. Et là, ils choisissent comme extrait, va-t-on savoir pourquoi, la chanson la plus douce de l'album. Oh, je passais pour un con, je dis jamais plus je donnerai l'occasion d'un argument comme ça. Oui, mais en même temps, ça rejoint parfaitement ce que vous aimez être aussi, à savoir quelqu'un dans la contradiction. Vous dites, je fais du rock un peu rugueux, et puis derrière, on entend une chanson un petit peu douce. C'est vrai, mais il m'aurait quand même été plus facile Plus crédible. Plus crédible, tout à fait, que le programmateur place la chanson qu'on avait dit, plutôt que me mettre un truc sous le pied. Mais bon, ça arrive, hein, et on s'en relève. Mais d'autant que la chanson était jolie, hein, aussi. Mais depuis ça, j'avoue que j'ai petit à petit cerné diminuer le diamètre de mon cône, si je puis dire. Et alors, vous êtes recentré plus sur quoi ? Ah, alors... En musique, par exemple ? Oui. Quand les gens me demandent ce que je fais, je dis poétique rock blues. Voilà. Et en gros, ça me va comme... et ça fait une bonne base. Même si là-dedans, il y a des influences cajun, il y a des influences de musique plus jazz, plus folk, etc. Mais grosso modo, à poétique rock blues, je peux monter un spectacle. Mais il y a 250 chansons, j'ai de quoi choisir. Mais dans le domaine de la peinture, par exemple, petit à petit, j'ai aussi cerné mes questionnements. Et les tableaux que je présente, par exemple, à Sète, au musée Paul Valéry, par exemple, sont le reflet des questionnements que j'essaye de formaliser à travers mes peintures. Dans ce rapport, in, out, out, in, par exemple. C'est-à-dire, je pense qu'au fond, l'homme est obsédé. Une fois que l'homme a réglé les questions de la nécessité, de la survivance, boire, manger, dormir, être en bonne santé, il se pose un jour la question du pourquoi il est sur Terre. Et à cette réponse, qu'est-ce qui me prouve que j'existe ? Il y a deux manières de répondre. Une première théorie que j'appelle la théorie du reflet, qui dit que quand tu te reconnais dans la glace, c'est que tu t'aperçois que tu n'es pas simplement une idée, mais que tu vois, tu bouges le bras, ok, tu te reconnais. Donc ça te rassure et tu sais que tu existes. Et l'autre théorie, c'est celle de l'empreinte. Il n'y a pas de marque devant, il y a des marques derrière, donc je suis là. Et, en fait, vous êtes un petit peu Descartes. Et
Et dans la mesure où ces deux théories sont radicalement différentes, opposées. Il y en a une qui dit « j'existe dans quelque chose qui me préexiste ». Le miroir, il est là, que je sois là ou que je ne sois pas là. C'est-à-dire une œuvre ou quelqu'un à travers qui tu vas te reconnaître, mais qui existe, que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Quelqu'un, une œuvre ou n'importe quoi. Donc c'est donc l'autre qui me donne le sentiment d'exister, dans la théorie du miroir. Dans la théorie de l'empreinte, elle dit « je suis l'auteur de ma propre existence, responsable de ma propre existence ». Comme l'homme préhistorique qui un jour trempe sa main dans une flaque d'argile, la pose sur une paroi, et invente en même temps l'écriture, la peinture et la psychanalyse, l'expression de l'ego, on va dire. Voilà. Et donc, c'est ce que j'essaye d'évoquer à travers ces silhouettes dans lesquelles il y a un personnage intérieur qui existe par lui-même ou qui existe en relation avec son environnement. Voilà. Dans vos peintures? Dans mon travail de peintre, oui. Donc, tu me demandes à quoi je suis arrivé, ben voilà par exemple des choses à quoi je suis arrivé. Sur quoi, oui, sur quoi votre travail, votre art s'est recentré, c'est plutôt ce genre de questionnement là autour de voilà. Comment on pourrait définir qui je suis. Je crois que qui qu'on soit et à tout moment on s'interroge sur ce qu'on est. Mais il y a des moments où on a autre chose à faire. Mais ce qui me frappe dans ce que vous dites, Charles-Élie Couture, c'est à la fois le degré d'abstraction de vos questionnements sur la vie. Enfin, je veux dire, vous partez toujours de questions très philosophiques, et quand vous parlez de votre art, vous êtes très concret. Et il y a toujours ce double discours qui évolue côte à côte, mais très... Par exemple, vous parlez de peinture comme de cuisine. C'est très frappant. Vous ne cessez de vous interroger sur l'art en parlant du côté artisanal aussi. Vous parlez de l'empreinte dans le sol, qui est quelque chose de très matériel, très concret, très physique. Oui. Et c'est assez frappant chez vous que les deux registres se côtoient et s'imprègnent autant. Absolument. C'est en ça que, si tu veux, quand j'écris mes chansons, par exemple, j'essaye toujours de faire qu'elles soient, entre guillemets, partageables. C'est-à-dire que quand je sais qu'il y a des gens qui décrivent les sentiments par des sentiments. Il était bien, il n'était pas à l'aise, ça n'allait pas, il n'était pas bien dans sa peau, etc. Pour moi, ça ne dit rien. Alors, pour évoquer ça, je vais plutôt dire il éteignait sa clope à côté du cendrier, ou il a lâché son verre parce qu'il tremblait. Et là, on va comprendre qu'il est... Donc, effectivement, c'est du concret. Et de même, quand on est face à un tableau, ça commence par un choix d'outils, ça commence par un choix un certain nombre d'ustensiles, quoi. Donc, il n'y a pas de mal. J'ai souvent dit que je voulais être comme un barman qui fait des cocktails. Le gars, toute la soirée, il va faire des cocktails, et les gars, ils vont se bourrer la gueule devant lui, et lui, il ne va pas en boire une seule. Mais il sait que ce qu'il fait, c'est bon. S'il est bon. S'il n'est pas bon, tant pis. Hein. Oui, mais ils vont quand même être ivres. Je voudrais ressortir à propos de ça une histoire sur l'inspiration qui m'avait été racontée à propos de Tom Waits. Et Tom Waits, qui est Tom Waits. Et il était au volant de sa bagnole, et il y a une belle idée qui lui vient. Et non, alors il la chante, il sait qu'elle est bien, c'est une super idée. Et alors il conduit, il est tout seul dans sa bagnole, et puis il doit se rendre à un mariage, je sais pas quoi. Et alors en même temps qu'il conduit, il essaye de voir de fouiller s'il peut choper un magnéto ou quelque chose pour noter ça, parce qu'il sait que putain, les idées, ça rentre, mais ça ressort aussi vite. Les idées, c'est comme des papillons, hein, ça vient, ça s'envole. C'est comme les trains dans une gare, ça arrive, ça s'arrête, ça redémarre. Et donc, il a cette idée, et il sait que ça va s'arrêter.
Et il est très embêté parce qu'il sait que, putain, ça va disparaître. Et en fait, il est tellement embêté qu'à un moment donné, il garde sa bagnole, il se tourne vers l'au-delà et il dit, trouve quelqu'un d'autre, j'ai autre chose à foutre. Ça vous est déjà arrivé de perdre une idée comme ça, Oh, oui, de oui. vous dire oh, j'avais l'idée géniale et vous n'arrivez plus à remettre la main dessus? Ah oui, oui, mais génial, je ne sais pas si elle était géniale, mais... Une idée en tout cas. Ah oui, oui, je sais qu'il y a des gens, et j'en fais aussi partie, qui dans la nuit, dans le silence de la nuit, dans la semi-conscience ou la phase intermédiaire du sommeil, vont tout d'un coup être libérés d'un certain nombre de contraintes et vont se trouver face à des évidences. Et si tu notes pas cette évidence tout de suite, le lendemain matin, tu peux toujours la rechercher. Et elle va disparaître. Alors, c'est comme vous disiez, être dans un état de disponibilité au frémissement d'une feuille. Et alors, j'ai des carnets, je ne sais pas si j'en ai sur moi, mais dans lesquels... Si, moi j'en ai vu dans les coulisses, voilà. Voilà, j'en ai 2, là, par exemple, aujourd'hui, dans lesquels il y a à la fois des jeux de mots, des blagues, des idées, des numéros de téléphone, enfin... C'est tout ça. C'est tout ça, la création. Et simplement, il faut le faire. Et est-ce que là-dedans, il y a quelque chose de génial? Oui, peut-être. Hein. Et ça se trouve, vous avez dans vos tiroirs tout un tas d'idées géniales. Même un mot, il y a des bons mots qui font mal. Ça, c'est ce que vous avez écrit? Que vous êtes en train de lire? J'y peux rien. Non. Je ne sais pas. Un jour, j'ai écrit ça. Oui. Tournez une autre page et dites-nous ce qu'il y a. Mais ça, c'est autre chose. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Bon. Oui, mais il faut des légumes frais. Oui, c'est même des blagues, parfois. Oui. Ça peut être... Ah non, mais alors là on touche sur le... Bouffer des kilomètres, bon appétit. Hein? Déposez votre argent au saltimbanque. Bon. Oui, vous notez tout ce qui vous semble... Je t'ai pas dit que c'était forcément génial à tout coup, mais... Mais finalement, vous tombez dans la situation inverse de celle de Tom Waits, c'est-à-dire que vous notez tellement toutes les idées mais ça, c'est ceux qui sont notés, je te dis pas ceux que j'ai pas notés. Mais oui, mais j'imagine déjà tous les carnets en fait que vous avez chez vous, ou même dans ce carnet-là, ça se trouve, il y a des idées géniales que vous avez laissées de côté ou oubliées même. Et génial, ça c'est la preuve que non, puisque pour que ce soit génial, il faut que ce soit les autres qui le disent, et les autres ne le sauront jamais. Donc, tant pis, c'est perdu. Heureusement qu'il y a des choses qui disparaissent. D'ailleurs, est-ce que vous avez... je peux le dire, en fait, on s'est parlé au téléphone avant cette rencontre. Oui. Je vous ai demandé s'il y avait peut-être des chansons, des textes ou des peintures sur lesquelles vous vouliez insister. Et vous m'avez dit non, pas du tout. Vous pouvez me parler de ce que vous voulez. Il dit de toute façon, parfois, j'oublie même que j'ai créé certaines choses. Alors moi, ça m'a stupéfaite, ça, je dois le dire. Vous avez tellement créé que vous oubliez parfois... J'espère toujours disparaître au profit de mon œuvre. Hein. Ça, moi, je m'en fous de moi. Moi, je veux vivre une vie de monsieur comme tout le monde, avoir des amis, heureux en famille, tout ça. Mais mon œuvre, c'est autre chose. Elle me dépasse. Donc vous aimeriez laisser des traces? J'aimerais, c'est ma fonction. Vous espérez? Non, c'est ma fonction sociale. C'est comme ça que je fais mon travail. Mon travail, c'est de mettre en forme la notion abstraite du sentiment humain. C'est ça. On vit tous la même chose, par du principe que depuis les temps préhistoriques, les sentiments sont les mêmes. Je pense qu'il y avait des gens, chez les hommes préhistoriques, chez les Grecs à la Renaissance, au XVIIIe siècle, des gens jaloux, rigolos, des pleutres, des bravaches, des gourmands, des rigolos, et tout ça. Okay. Mais avec les années et les siècles, la manière de raconter ces émotions, quand mes filles sont amoureuses,
Elles sont amoureuses exactement comme j'étais moi amoureux à mon époque. Mais simplement, ce qui est le déclencheur de cet amour ou ce qu'elles vont chercher ou la manière de la raconter va peut-être être légèrement différent et avec des mots légèrement différents de ceux que moi j'ai vécu. Quand je lis les poètes du 19e siècle ou d'avant ou que je suis confronté à des intelligences du Moyen Âge, eh bien, l'intelligence, elle est la même. Simplement, ça va s'organiser autour d'autres préceptes, d'autres principes. D'autres références, voilà, l'intelligence égyptienne, c'est la même que l'intelligence d'aujourd'hui. Donc, alors, ce qui change, en fait, c'est la manière. Et nous, artistes, si on a une fonction, c'est pas d'inventer des sentiments, c'est de formaliser au mieux nos propres émotions. Et comme il se trouve on fait partie des oversensitive, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ultrasensibles, qui montent d'état d'extase à d'état de dépression profond, parce que plus tu montes haut, plus tu descends bas. On s'efforce de mettre en forme cette notion abstraite du sentiment humain. Et donc, éventuellement, tu l'as dit tout à l'heure justement, éventuellement, d'autres vont dire « Ah ben, ce que vous dites là, comme vous le dites, ben, c'est ce que je ressens. » Mais les autres personnes qui vont ressentir la même chose, eux, ils n'ont pas forcément ni l'envie, ni le courage de dénoncer leur propre vices et vertus. Dire « je t'aime », c'est vraiment difficile la première fois. Et même la deuxième, et même la 40e. Mais trouver les manières de le dire et de le formaliser, c'est très dur aussi. Il faut arriver à se mettre en synchrone avec ces choses-là, parce que là, je vous ai lu des trucs, machin. Des fois, c'est plus sérieux ou pas, j'en sais rien. Mais c'est une vraie question qui se pose pour un artiste. C'est comment dire les sentiments que tout le monde connaît d'une manière peut-être pas différente, mais en tout cas qui pourra parler d'une manière différente à ceux qui vont entendre cette manière-là. Eh ben, c'est pour ça que le mot poéing vient du grec. Le mot poète vient du grec poéing, qui veut dire fabriquer. Pour qu'on puisse juger de la qualité de quelque chose, il faut que cette chose ait été faite. C'est pas seulement le fait d'être émouvant qui fait de toi ému, qui fait de toi un poète, mais c'est le fait d'en faire quelque chose. Et dans la mesure où je fais, je transforme. Et il n'y a pas de recette miracle, même si après toutes ces années de création, est-ce que vous pourriez dire quand même que vous arrivez à dire, et en ayant même cerné un certain périmètre de questionnement, de manière de faire pour vous, est-ce que vous arriveriez à dire bah ça, je sais que c'est une bonne manière de le dire? Non. De le dire, ben, je dois t'avouer que quand je lis le bouquin La mécanique du ciel, c'est-à-dire une fois qu'il ne m'appartient plus, je trouvais que c'était bien, quoi. Non, mais c'est intéressant. Moi, je l'ai lu, hein. Je sais ce qu'il y a dedans et je me dis ah merde. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'il y a peu quand on demande à un artiste que pensez-vous de votre œuvre, il va être parfois faussement modeste et parfois faussement modeste et dire je ne sais pas, ce n'est pas à moi de juger. Ça veut pas dire que j'aime tout. Et quand tu évoquais tout à l'heure le fait de me faire dépasser par mon œuvre, oui, quand je vois une œuvre et que je dis putain, ça j'aurais bien aimé le faire, ben, c'est bien, voilà, c'est tout. C'est que ce soit moi qui l'ai fait ou pas moi, ça n'a pas d'importance. Oui, si la postérité vous intéresse, c'est pas en termes d'ego et de moi, c'est plus. J'espère que mes textes, mes chansons vont continuer à servir, à être un enclencheur, à être. Moi, je me plais à avoir des relations avec des jeunes, par exemple, et qui vont peut-être trouver dans ce que je fais quelque chose qui les enclenche. J'ai fait pas mal de voyages en Australie. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont allés en Australie parce qu'ils avaient entendu parler de... Bon, ben ça, j'ai l'impression que j'ai rempli mon job, quoi. Mais il n'y a pas
l'ego surdimensionné qu'on attribue aux artistes. Oui, je l'ai, bien sûr. Oui, est-ce que vous êtes par exemple sensible aux prix ou aux récompenses? Vous êtes chevalier des arts. Ça me rassure, mais je cours pas après. Si je te racontais comment la Légion d'honneur m'a été remise, c'est mon père qui m'annonce ça un jour, et il me dit, voilà, j'ai lu au journal officiel que tu avais la Légion d'honneur. Quand t'arrive des trucs bien, tu pourrais le dire. Je savais pas, j'ai rien fait moi, pourquoi tu me dis ça? Il dit, si tu l'as. Ça m'étonnerait, il me l'aurait dit quand même. Non, écoute, je vais juste te demander un truc. Quand on te la remettra, je te demande de porter la mienne. Alors, j'ai dit, écoute, oui, mais enfin, il faut déjà qu'il s'avère que on me l'a donné, t'inquiète, à partir du moment où c'est écrit, tu l'as. Bon. Je laisse faire, le truc se fait. Là-dessus, mon père décède, et 6 mois après. Et du coup, comme je n'avais pas plus de besoin de cette médaille de la Légion d'honneur qu'autre chose, je laisse faire. Et puis, 1 an et demi après, je décide de partir à New York, et au moment de remplir les demandes de visa, etc., mon avocate me dit, ce serait quand même bien que vous mettiez tout ce que vous avez eu comme prix, récompense et tout ça. Je dis, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, le mérite national, les arts et lettres, machin. Ouais, j'ai aussi la Légion d'honneur aussi. Mais il faut qu'on me la remette pour que je puisse le dire. Il faut qu'on vous la remette. Ah ouais, mais bon, il faut que je trouve quelqu'un pour me la remettre maintenant. Donc, j'appelle Stéphane Hessel, qui était le chef de réseau de mon père. Et je lui dis, écoutez Stéphane, je serais flatté si vous acceptiez. Oh, mais c'est à moi que c'est un honneur de remettre à Charlélie Couture, fils de Jean-Pierre, etc. Et puis, donc, il me remet cette Légion d'honneur. C'est un moment absolument éblouissant. Il a lu, je ne sais pas combien de 200 vers d'Apollinaire par cœur. Mes enfants étaient bouche bée. C'était un moment, une grande émotion, puisque donc il était le chef de réseau, ils avaient été arrêtés ensemble, enfin bon, etc. Il y avait du background derrière. Et donc cette médaille, elle signifie plus pour ça que pour la notion d'honneur, si tu veux. C'était plus pour ce que ça... C'est plus le moment, voilà, c'est ça, que ce qu'elle représente en termes de reconnaissance. Voilà. Et le fait que de n'avoir jamais été nominé aux Victoires de la musique, alors que j'ai fait 23 disques, plus de 1800... 25. Non, j'ai fait 23 disques studio et 30 disques avec plus des musiques de films, plus des... blablabla. Okay. Mais en disque studio, c'est le 23e qui vient de sortir. Et qui s'appelle Même pas sommeil. C'est ça. Et donc... que je n'ai pas été une seule fois nominé aux Victoires de la musique, c'est tant pis pour eux, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est juste un peu grotesque, mais aujourd'hui ça me fait plus rigoler. Si on me donnait à choisir entre une Victoire de la musique et le public qui me donne l'occasion de continuer à vivre de mon travail depuis maintenant bientôt 35 ans, je doute pas un instant que beaucoup de gamins qui ont eu une Victoire de la musique échangeraient pour avoir ce que j'ai. Hein. Donc tant pis. Hein. Peut-être que tant que je tiens le coup, peut-être j'aurai un truc d'honneur. Peut-être. D'honneur. Je vais vous poser une dernière question, Charlélie Couture. C'est votre dernier album s'appelle Même pas sommeil. Vous continuez à créer. Vous nous avez fait le plaisir de lire quelques lignes de carnet. Vous nous parlez de votre appétit de retourner sur scène. Qu'est-ce qui pourrait vous arrêter de créer à un moment donné? Qu'est-ce qui fait que vous seriez plus disponible au frémissement d'une feuille? Et qu'est-ce que vous pouvez encore, en fait, apprendre, et dans quelle mesure vous pouvez encore progresser, proposer de nouvelles choses? Écoute, toute œuvre d'art n'est, tu viens de le dire, qu'une proposition. Et il faut l'accepter comme telle. Quand je livre au public des choses que j'ai travaillées dans l'intime,
j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, les choses sont abouties. Donc, qu'elles ont atteint un niveau montrable. Je reviens à mon histoire de cuisine. Si je sers le plat, c'est que je pense, a priori, qu'il est bon. Maintenant, la valeur, ce qu'on va accorder comme un intérêt à ce que je fais, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend d'un certain contexte. Les Américains appellent ça les 3W, les 3W, who, what, when. En français, les 3 Q. Ça ne rentre pas. Qui, quoi et quand. Qui a fait quoi quand. Sous-entendu, une œuvre d'art, c'est pas seulement ce que c'est ce que ça représente. Donc la relation ou l'interprétation, l'intérêt qu'on va porter sur une œuvre d'art dépend pas seulement de l'œuvre elle-même. Pour l'artisanat, oui, l'œuvre se suffit à elle-même et qui l'a fait, c'est pas très important puisque ce qu'on admire, c'est la réalisation. Mais pour une œuvre d'art, l'histoire, c'est-à-dire le contexte, ça s'appelle la totémisation de l'œuvre, qui transforme une œuvre pour ne plus être seulement un bout de bois sculpté avec un toucan et un crocodile, mais qui devient un totem, c'est-à-dire l'incarnation d'un dieu sur Terre, ce qui est le cas prenons le cas de Van Gogh, par exemple. Quand les gens voient un tableau de Van Gogh, ils ne voient jamais le tableau de Van Gogh. Ils voient le tableau d'un gars qui n'a jamais rien vendu de sa vie et qui est devenu une star incroyable après sa mort. Et ils se disent indirectement, ah, moi aussi, ça peut m'arriver. J'exagère un petit peu. Non, mais c'est vrai. Mais on ne peut pas défaire le fantasme qui va avec la solitude, qui va avec la misère, la tristesse, etc., de certains hommes. Prenons un autre exemple. Quand on met un tableau de Braque à côté d'un tableau de Picasso, les gens vont être devant le tableau plus nombreux devant le tableau de Picasso que devant le tableau de Braque, parce que Picasso est beaucoup plus célèbre que Braque, et pourtant c'est Picasso qui a piqué le cubisme à Braque. C'est pas grave, il a fait des tas d'autres choses, et je disais que je l'admire par ailleurs, mais de ce point de vue-là, c'était clair. Je dis ça parce que je l'ai vu à New York. Il y avait 3 personnes devant le Braque et il y avait 15 personnes devant un tableau, le simili de Picasso. Et à la limite, comme ils ne connaissaient pas l'histoire de Braque, ils pensaient que c'était l'autre qui avait pompé. Voilà. Donc, quand on fait une œuvre, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui peut faire qu'un jour j'arrête ? La maladie, la mort, pas l'absence d'envie. Comment ? Mais pas l'absence d'envie. Pas l'absence d'envie. Ça viendra pas ce sera quelque chose qui s'imposera à vous. L'envie, ça va avec la joie. Et la joie, ça va avec une espèce d'énergie qu'on a en soi. Je sais que si je venais à perdre des gens qui autour de moi m'encouragent, me soutiennent, etc., c'est sûr que ça altérerait mes fondations. Voilà, et j'aurais moins envie de continuer à m'élever parce que je fais ça autant pour eux, pour elles, au pluriel, que pour moi. Voilà. Merci beaucoup, Charles-Élie Couture. Merci beaucoup d'avoir partagé pendant cette heure-là votre fabrication. Vous teniez beaucoup à ce terme, mais c'est exactement ce que vous nous avez raconté donc, sur votre œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Charles-Élie Couture, et merci beaucoup à vous d'avoir assisté à cette masterclass.